BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Et nos invités, Patrick Artus, chef économique de Natixis, La folie des banques centrales, c'est le livre que vous publiez. Merci d'être avec nous, Patrick Artus. Bonsoir. Et à vos côtés, Emmanuel Le Chiffre, qui est le chef économiste de BFM Business. Et vous êtes le chef économiste de Natixis. Bon, Benoît Cœuré était notre invité, vous l'avez entendu. Il a fait il a précisé beaucoup de choses sur la politique monétaire de la Banque centrale. Patrick Artus, vous, dans votre livre, c'est ça, vous dézinguez les banquiers centraux et puis évidemment, au premier chef, la Banque centrale européenne. Comment est-ce que vous avez trouvé nos questions, j'ose pas le savoir, mais surtout les réponses de Benoît Cœuré? Non, les questions étaient des bonnes. Hein, mais j'attends la suite. Non, je vais reprendre 3 ou 4 des choses qu'a dit Benoît. Je crois que c'est un débat extrêmement important. Hein, il ne faut pas le prendre sur un ton trop léger. Bon, premièrement, sans l'action, je cite, sans l'action de la BCE, la croissance serait beaucoup plus faible. Elle serait un peu plus faible. D'ailleurs, on en a parlé après. La BCE a eu un effet assez petit finalement. Les exportations de la zone euro n'ont pas tellement accéléré. Ça a un peu redressé les marges. C'est plutôt du négatif. On a empêché la crise des émergents, mais ça c'est 2011-2012. Mais sans l'action de la BCE, il y aurait un petit peu moins de croissance. L'inflation serait exactement la même. Il ne s'est absolument rien passé sur l'inflation. Les salaires continuent à ralentir, l'inflation anticipée continue à ralentir. Donc ce qu'ils ont fait a créé un petit peu de croissance par la dépréciation de l'euro essentiellement, qui est le vecteur essentiel, et n'a eu aucun effet sur l'inflation. Et alors, le point important, je crois, c'est de peser cette petite performance macroéconomique vis-à-vis des risques qui sont en train de faire courir aux économies, aux marchés financiers, à la stabilité financière. Et donc, l'autre chose très intéressante que dit Benoît, en gros, c'est que quand les taux d'intérêt sont extraordinairement bas, sinon négatifs, il ne s'agit pas d'une bulle. Donc il ne faut pas considérer... Mais ça vous a révolté parce que dans votre livre, vous, c'est le grand risque. Hein. Et je pense qu'au contraire, c'est une tradition maintenant qui date de 20 ans des banques centrales d'avoir utilisé les bulles, c'est-à-dire pour nos auditeurs des prix extravagants d'un certain nombre d'actifs, comme moyen de doper les économies. Donc dans les années 90, on l'a fait avec les actions, rappelez-vous les actions des nouvelles technologies. Rappelez-vous qu'Alan Greenspan, dans la chaise de Benoît Cœuré, disait à la fin des années 90 qu'il n'y a pas de problème, que tout ça est parfaitement normal. Puis on a fait la bulle immobilière, et puis aujourd'hui, la BCE et les autres font la bulle obligataire. Et alors juste 5 secondes pour dire... quelle est la différence? C'est que cette bulle obligataire, ils peuvent l'empêcher d'exploser en continuant d'acheter des obligations, donc en créant encore plus de monnaie. Mais que là, c'est qu'arrive d'ici là, parce que soit la bulle obligataire explose, les taux d'intérêt remontent, et ça devient absolument épouvantable pour tout le monde, parce que tous les taux d'intérêt vont remonter beaucoup, soit elle n'explose pas, et on va être détruit par la création de liquidités, ce que ça fait sur la volatilité des marchés dont vous parliez, ce que ça fait sur les marchés émergents, sur les taux de change des émergents. Donc ils ne se sortent pas de fait qu'ils utilisent une bulle et que ça, c'est profondément malsain. Alors Emmanuel Le Chiffre, est-ce que pour vous il y a une bulle, il n'y a pas de bulle? Est-ce que vous avez trouvé que notamment... Là où je trouve que Patrick est sévère, par exemple, sur l'aspect la politique de la BCE n'a rien fait sur la croissance. Alors on peut peut-être juger que sur 2014-2015, c'est vrai. Remettons quand même en perspective depuis 2007 et disons-nous que sur au moins les premières années, si les banques centrales n'avaient pas été là, elles nous ont quand même évité une récession d'une ampleur absolument phénoménale. C'est le sujet, Emmanuel. Personne ne discute de la politique de 2008. Oui. On est simplement. Oui, mais je veux dire, on est 8 ans après. Si on n'avait pas été là-bas, si on n'avait pas, mais le sujet n'est pas 2008. Donc après, sur la bulle. Alors après, ce qui est différent, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que on a utilisé les bulles à partir de Greenspan 1987. Pour créer les nouveaux cycles mondiaux. C'est-à-dire qu'en 87, pour soigner le krach, on met de la liquidité massivement, et là vous commencez à avoir une bulle immobilière, puis la bulle obligataire du début des années 90, qui va craquer quand la Fed va remonter ses taux en 94. Et vous remettez de la liquidité, vous gonflez la bulle émergente, et après, quand la bulle émergente va éclater, on va rebaisser les taux qui vont gonfler la bulle Internet. Mais la différence à chaque fois, c'est que ces bulles, elles étaient gonflées après par les milliers d'acteurs du marché. Alors que là, la différence, et Patrick l'a précisé, c'est que cette bulle obligataire, elle est fabriquée par les banques centrales et elle est un peu sous contrôle des banques centrales. Donc la seule différence qu'il y a, et moi qui me rassure un petit peu par rapport aux autres bulles, c'est que, comme Patrick l'a dit, tant que les banques centrales achètent
elle reste sous contrôle, cette bulle obligataire. Sauf que ça ne résout pas effectivement la problématique de la sortie de bulle. Et ça, effectivement, c'est l'aspect le plus inquiétant, parce que là où on peut être inquiet, et c'est là où je trouve que Benoît Cœuré et la BCE ne sont pas exigeants sur les contreparties, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, et les marchés se rendent compte aujourd'hui, que les banques centrales ne peuvent pas tout faire, que si on n'a pas les réformes structurelles, on ne s'en sortira pas, voilà. Et qu'on en est à ce point aujourd'hui où on se rend compte qu'on commence à avoir des effets pervers provoqués par ces politiques monétaires trop accommodantes, et que pendant ce temps-là, on n'a rien fait du côté des réformes structurelles. Il a dit exactement ça, il a dit la croissance, on peut faire qu'elle soit un petit peu plus forte, mais en tous les cas, il faut des réformes structurelles. Patrick Artus. Oui, mais d'abord, je crois la chose suivante. Les politiques monétaires exceptionnelles, comme celles que la BCE mène en ce moment, ce sont des politiques qu'il faut mener pour des temps très courts, dans des crises très graves et dans des crises de liquidité. Donc quand les banques vont très mal, que plus personne ne veut prêter aux banques, de ce fait que les banques ne prêtent plus, vous êtes dans une crise de liquidité bancaire et la Banque centrale doit créer de la monnaie. Aujourd'hui, nous avons trop de monnaie. Le problème des investisseurs aujourd'hui dans le monde entier, c'est qu'il y a tellement de monnaie qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et quand vous avez trop de monnaie, créer davantage de monnaie n'a que des inconvénients. Ça ne peut plus avoir d'intérêt pour l'économie. Donc on en est au stade où on utilise cette... Est-ce qu'on en est vraiment au stade ? Et oui, on en est à un stade où on a fait exploser les devises des émergents en reprenant l'argent qui avait été investi. Les actions font plus 4% le lundi, moins 5% le mardi, plus 4% le mercredi. Il y a une liquidité en circulation qui est considérable. Et cette liquidité est en train d'être totalement contre-productive. Par exemple, une des choses aussi que la BCE, que Benoît d'ailleurs redit tout à l'heure, c'est qu'un des objectifs, c'est aussi de financer mieux l'économie. Donc la Banque centrale européenne achète des obligations peu risquées et ça devrait normalement pousser les autres investisseurs vers le financement de l'économie et des entreprises. Sauf qu'il y a tellement de volatilité sur les marchés que les autres investisseurs ne vont pas. L'autre façon de poser la question, Patrick, c'est de se demander qu'est-ce qu'on a loupé? À quel moment les banques centrales ont raté le coche alors pour... ça dépend des pays. Aux États-Unis, la croissance repart en 2010. En 2012, on pouvait sortir de cette politique et pas en 2014. Dans la zone euro, le grand problème de croissance, c'était 2011-2012 et c'était là qu'il fallait faire la politique de quantitative easing et pas en 2015. Le Japon se bat contre la baisse. Le Japon se bat depuis 20 ans contre la baisse des salaires. Comment vous battez avec la monnaie contre la baisse des salaires? Résultat des courses, au bout de 20 ans de création monétaire, croissance au Japon moins 0,1, inflation 0. Donc ça ne marche pas. Il y a quand même une question à court terme, c'est que maintenant que tout le monde se rend compte qu'effectivement ce ralentissement des émergents, la Banque centrale européenne n'a pas la main là-dessus, dans quelle mesure elle ne va pas être obligée d'agir encore plus et beaucoup plus fortement, comme l'a laissé entendre Mario Draghi si besoin, il y a quelques semaines. Mais là, vous êtes exactement dans ma démonstration, qui est de dire, si nous avions eu des banquiers centraux raisonnables, ils auraient aujourd'hui des marges de manœuvre pour les politiques monétaires. Parce qu'ils seraient déjà sortis de ces politiques très expansionnistes, qui avaient du sens en 2008 et en 2009, et pas aujourd'hui. Non, mais parce que justement, comme il n'y a pas eu de réforme structurelle, si j'écoute votre... Oui, non, mais il n'y a pas... Comme il n'y a pas eu de réforme, la Banque centrale est obligée quand même de soutenir. Edwige, on a 1,6%, 1,7% de croissance aujourd'hui dans la zone euro. Dans la zone euro, c'est une croissance qui est, compte tenu de la démographie de la zone euro, plus élevée que la croissance des États-Unis. Donc quand on en est là... 2011, on avait 2% de croissance. On aurait dû sortir depuis longtemps de ces politiques et aujourd'hui, on devrait avoir des marges de manœuvre monétaires pour lutter contre le ralentissement mondial qui est effectivement en train de se produire. Au lieu de ça, comme on n'a pas voulu sortir, moi j'appelle ça le principe de précaution. On sort jamais de ces politiques parce qu'on se dit si on commence à sortir, on prend un risque avec la croissance. Mais du coup, au moment où on aurait besoin de faire des politiques monétaires expansionnistes, elles le sont déjà. Et donc on condamne les banques centrales à être totalement inefficaces vis-à-vis du ralentissement qui est en train d'arriver là maintenant. Est-ce qu'elles n'ont pas eu tort finalement ces banques centrales? Ça fait des années finalement que Mario Draghi répète qu'il veut laisser du temps par le biais des politiques monétaires aux États justement pour faire les réformes structurelles qui s'imposent. Et voilà, 4-5 ans après, on voit que le discours est encore le même. On veut donner du temps au temps, mais ça fait 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'on donne du temps au temps. Mais on est tout à fait d'accord. Est-ce que la Banque centrale européenne n'a pas définitivement perdu toute crédibilité? Mais vous avez complètement raison. Le problème à nouveau, c'est que ce type de politique, c'est des politiques qu'il faut utiliser dans des crises et dans des crises où il manque de liquidité. Ce n'est pas fait pour attendre 5 ans que l'économie veuille bien repartir, que les États veuillent bien faire des réformes. Ce n'est pas fait pour ça. À nouveau, on a tous les inconvénients de l'instabilité financière au bout de quelques années. Est-ce qu'on serait pas dans une situation pire si la Banque centrale européenne n'avait pas mené cette politique? C'est ça la question. D'abord, à nouveau, il faut absolument
absolument pas surestimé. Nous ne parlons pas de ce que disait Emmanuel avant. 2008, 2009, etc. C'est évidemment un environnement complètement différent. Là, le système bancaire est en train de mourir, il faut bien créer de la liquidité. Mais aujourd'hui, je veux dire, d'abord, les effets positifs de cette politique, je suis même pas sûr qu'ils soient vraiment positifs, puisque certes, il y a un effet mécanique positif, mais en même temps, cette volatilité incroyable des marchés, elle décourage les entreprises d'investir. Si vous avez votre cours boursier qui bouge... C'est pas que la Banque Centrale Européenne, parce que c'est le prix du pétrole. Non, la volatilité... La volatilité, c'est parce que les chocs, aujourd'hui, déclenchent des mouvements de capitaux considérablement plus élevés que dans le passé, et ces mouvements de capitaux dépendent de la quantité de monnaie qui a été créée. Les mêmes chocs, s'il n'y avait pas eu cette quantité de monnaie, déclencheraient des flux de capitaux plus petits et n'auraient pas du tout le même effet déstabilisant. Sachant qu'en plus, pour d'autres raisons, il y a non seulement l'amplitude des flux qui est importante, mais c'est que ces flux vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que sur les marchés, vous avez moins de contrepartie. Vous avez les fonds souverains qui sont moins là, vous avez les banques qui, évidemment, pour compte propre, ne font plus de trading, les assureurs sont moins là aussi. Donc, ça crée, paradoxalement, on a cette hyper-liquidité banque centrale, mais sur les marchés, on a l'impression qu'on a moins de liquidité et plus de friction. Et ça, c'est plus emmerdant. Embêtant. Ça, c'est plus embêtant. Par contre, effectivement, la question, mais Patrick a peut-être la réponse, moi je l'ai pas du tout. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a refait le match, entre guillemets, ça nous avance à pas grand-chose. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut encore s'en sortir sans éviter une catastrophe de grande ampleur? D'abord, évidemment, la complication, c'est il aurait mieux valu ne pas commencer cette énorme expansion monétaire et c'est-à-dire l'arrêter au moment où les économies repartaient. Une fois qu'on l'a commencé, la seule solution, c'est une sortie à pas de loup. C'est d'aller extrêmement doucement sur un très grand nombre d'années. Mais je reviens à mon point d'avant. Il faut que les banques centrales ne s'en tireront que si l'économie leur donne une relative tranquillité pendant un grand nombre d'années, leur permettant de sortir très doucement de ces politiques, de réduire la liquidité, de remonter les taux d'intérêt. Mais il y aura un choc économique avant. Donc il y a une question qu'on retrouve aussi dans votre livre, Patrick Artus, mais sur la question des taux négatifs, enfin des taux extrêmement bas. Vous dites, c'est vrai, on a discuté aussi avec Emmanuel Le Chypre, c'est-à-dire qu'avec des taux si bas, quelque part, la prime de risque, ça veut dire ça vaut plus rien, alors qu'on a appris ça dans nos bouquins d'économie, et que le temps vaut zéro. Oui. Alors, c'est la question, il a dit, mais ça ne peut pas durer trop longtemps. Il a refusé de mettre une échéance, Benoît Cœuré, mais il a dit, c'est sûr que ça ne peut pas durer très longtemps. Au moins, vous avez eu un élément de réponse là-dessus? Ça a déjà duré trop longtemps. Enfin, je veux dire, nous sommes dans cette situation de taux d'intérêt. Alors, ça dépend des pays. Aux États-Unis, les taux d'intérêt, on peut regarder, par exemple, le lien entre les taux d'intérêt et la croissance. Benoît a raison, la croissance mondiale est plus faible qu'avant, à la fois en volume et en prix. Donc il faut que les taux d'intérêt répondent en fait au fait qu'il y a moins de croissance. Mais quand vous comparez la croissance au taux d'intérêt, il y a un écart colossal qui est la preuve de la bulle obligataire depuis 2010 aux États-Unis, depuis 2013 en Allemagne. Donc on en est, même en Europe, on en est déjà dans la 3e année de cette politique, sinon dans la 4e année de cette politique. Et en plus, quand on regarde, alors pour le coup en Europe, on voit bien que la politique de la BCE, elle a toujours eu un biais expansionniste. C'est-à-dire que quand on avait un taux unique pour tout le monde, même avant 2008, et on le voit même après, il n'y a jamais eu un pays qui a eu à souffrir d'un taux trop élevé par rapport à sa conjoncture. C'était le contraire. Les taux de la BCE ont toujours été alignés sur le niveau de taux qui correspondait aux pays les moins en forme. L'Espagne a eu des taux beaucoup trop bas par rapport à son économie dans les années 2000, comme l'Allemagne a aujourd'hui, et avait des taux beaucoup trop bas par rapport à ce que sont ses besoins économiques. Il vous a rassuré, Benoît Cœuré, sur l'état du secteur bancaire européen qui souffre pas mal en bourse depuis le début de l'année, les banques italiennes notamment qui décrochent de quasiment 40% là encore. Oui, mais c'est un peu exagéré parce que le gouvernement italien vient enfin, parce que ça vient tard, de prendre la bonne mesure, qui est, vous savez, la bad bank. Donc on va quand même sortir 200 milliards d'euros de mauvais crédits des banques sous une forme assez intelligente, puisqu'on va faire différentes tranches, comme on dit dans la finance, pour revendre ces créances à des investisseurs. Donc je pense que le marché réagit à une situation qui est déjà corrigée en fait. Depuis 2011, on s'était pas inquiété comme ça pour les Non, bizarrement, les gouvernements italiens successifs s'étaient pas beaucoup souciés de la situation des banques. Les banques italiennes aujourd'hui ont 12% de leur encours de prêt qui est à risque. Les banques françaises, c'est 2, enfin ça n'a aucun rapport. Mais le système bancaire italien, si un bancaire espagnol s'améliore très rapidement, si un bancaire italien a ce problème. Alors vous savez, c'est intéressant parce que c'est une des causes du gros blocage de la croissance italienne. Les PME du nord de l'Italie étaient financées par des banques extrêmement locales. Et donc quand une PME fait faillite, la banque locale va mal et du coup elle arrête de prêter aux autres PME de la même ville. Donc vous avez créé le désastre à la fois des banques et de l'Italie du Nord. Donc il faut des banques diversifiées, plus grandes. Mais ceci va se produire en Italie.
réagit. Donc le marché réagit en retard par rapport à la réalité. Merci beaucoup, messieurs. Donc, Patrick Artus, la folie des banques centrales, vous avez compris pourquoi la prochaine crise sera pire. Bonne soirée. C'est publié chez Fayard. Merci Emmanuel Le Chypre. Nous, Guillaume Paul, on se retrouve demain.